Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Macro Express sur Zoom Invest. Macro Express dans lequel nous accueillons aujourd'hui Frédéric Leroux, responsable du cross-asset et gérant chez Carmignac. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors j'ai envie de démarrer cette interview par une question sur 2025 parce qu'on touche bientôt à la fin de cette année compliquée finalement, même si les marchés semblent dire le contraire si on regarde seulement les chiffres. Début 2025, il y avait un espèce de consensus qui était de dire Donald Trump arrive. On a des risques un peu dans tous les sens dans les décisions politiques qu'il peut prendre et économiques, des droits de douane éventuels, on ne savait pas encore très bien en début d'année, mais on l'a vu assez vite. Et beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait une contraction de l'économie américaine et donc globale. Limite, on priceait une récession et finalement, il n'en a rien été. Comment vous expliquez ce décalage ? C'est vrai que le début d'année était plein de cette angoisse à l'égard de Trump. Et d'ailleurs, il fallait se rappeler finalement ce qui s'était passé à l'occasion du premier mandat, même crainte. Et finalement très injustifié, en tout cas au vu des performances boursières des 2 années qui ont suivi l'élection. Là, en fait, il y avait cette peur des effets potentiels de la hausse des droits de douane. J'ai là envie de dire une peur tout à fait légitime. Mais finalement, le stress est venu peut-être d'ailleurs dans un premier temps, DeepSeek, je ne sais pas si vous vous souvenez, fin janvier, où finalement le marché réalise que l'IA n'est pas qu'une question américaine et qu'il peut y avoir de la concurrence qui vient de l'extérieur. C'est quand même important. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui pourra revenir de temps en temps dans les trimestres qui viennent, je pense. Et puis ensuite, le 2 avril, sauf erreur, Liberation Day, les droits de douane à 60%. Là, qui pour le coup ont été une vraie surprise pour les marchés. 3-4 jours très difficiles. Et puis derrière, tout ça est reparti. Des valorisations qui ont monté, des taux qui ont eu plutôt tendance à baisser parce qu'effectivement, la croissance mondiale est plutôt un peu ralentie. Et donc finalement un bon cocktail pour l'année, puisque plein d'inquiétudes en fait à surmonter. A bull market climbs a wall of worry, comme on dit. Et là, il y avait toutes les craintes qu'il fallait pour escalader. Des taux qui baissent dans un contexte de ralentissement de l'économie globale et un peu américaine. Et donc des valorisations qui montent. Voilà, c'était 2025. Et puis bon, il reste un mois, on verra ce qui se passe. Je serais étonné qu'il se passe un gros accident, mais on ne sait jamais. Vous parliez des taux. Une question quand même centrale aujourd'hui, ce sont les taux courts, les taux directeurs des banques centrales. Alors évidemment la Fed, avec une réunion qui s'approche avec des attentes aujourd'hui du marché de l'ordre de 80 à 90% de baisse. Des perspectives pour 2026 peut-être de 2, 3, on ne sait pas trop. Et puis la BCE. Est-ce que la BCE qui s'est arrêtée aujourd'hui en estimant que le niveau est correct pourrait éventuellement faire encore un pas début d'année ? Quelle est votre vue là-dessus ? Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que la vue du marché est extrêmement mobile. On a vu, on est passé de 100% à presque zéro, puis 100% ou presque de baisse des taux en décembre. À un moment donné, 6 baisses des taux jusqu'à 2026, puis 2, puis bon. En fait, ce qui se passe déjà, c'est qu'à l'intérieur même des membres de la Fed, il y a un gros partage entre les hawks et les doves. Donc ça aussi, ça crée pas mal de Donc les faucons et les colombes, les accommodants et les restrictifs, exactement, je précise, pour les non-anglophones éventuels. Merci. Donc beaucoup de volatilité déjà sur ces perspectives. Je pense que la baisse de décembre est là. Si elle ne venait pas, ce serait très bizarre de la part de la Fed. Probablement, sauf surprise massive sur l'inflation, on l'aura aussi en début d'année. Bon. Et ça, ce sont des choses qui vraiment aident les marchés à monter, même et peut-être surtout dans un contexte de ralentissement de l'activité. Finalement, l'impact des taux d'intérêt est plus important que, en tout cas sur le moyen terme, des perspectives bénéficiaires. On l'a vu notamment dans la dernière semaine de novembre. Voilà. Et en plus, ces perspectives bénéficiaires restent excellentes. Donc, on est dans un contexte où aujourd'hui, effectivement, les marchés à risque, donc actions, sont tout à fait porteurs. Et la BCE ? Et la BCE, la BCE, elle est un petit peu plus rigide à l'égard du taux d'inflation. Les Américains sont en train de baisser alors que l'inflation core est quand même autour de 3%, donc sensiblement au-dessus des objectifs officiels. À la BCE, on a toujours un petit problème avec l'inflation des services, avec l'inflation sous-jacente aussi. Et donc là, on sent plus une volonté de ne pas trop toucher et de rester là où on est. Donc on sera un peu en retard par rapport à ce qui se passera aux États-Unis. Mais j'ai quand même envie de dire que ces baisses de taux anticipées pour le marché américain, aujourd'hui on n'a pas de mal à les anticiper, ces baisses de taux, parce qu'on a complètement oublié la question de l'inflation. On pense qu'elle est morte, ou en tout cas qu'on va revenir un petit peu partout à 2%. On pense ou vous pensez qu'elle est morte ? Le marché pense qu'on revient vers la décennie 2010.
Et donc, il n'y a plus tellement de questionnements. Et à un moment donné, ce que j'aimais bien dire en 21-22, c'est que ce ne sont pas les banques centrales qui décident des taux d'intérêt quand il y a de l'inflation, mais c'est l'inflation qui décide. Et là, on l'a complètement oublié. Et je pense que c'est une problématique qui peut arriver de nouveau en 2026. Alors, plutôt côté américain, du coup ? La première zone où on la verra, c'est aux États-Unis, mais cela dit, elle est quand même déjà aussi au Japon. Le Japon, le problème qu'ils ont là-bas, c'est que l'inflation, elle arrive par des salaires qui montent et qui restent extrêmement résilients du fait d'une raréfaction de la main-d'œuvre, notamment, et aussi du fait de ce que, en fait, ces salaires ont été contraints à la baisse pendant une trentaine d'années, sans produire le moins gain de pouvoir d'achat. Et maintenant, il y a un petit peu la boîte de Pandore qui est ouverte, et ça va être très, très difficile, je pense, maintenant, de retrouver des taux de croissance nuls des salaires au Japon. Donc là, on a, là où personne ne l'attendait, une inflation résiliente qui est en train déjà de s'installer. Alors après, les États-Unis, pour moi, c'est assez clair que probablement dès 2026, on va revoir des tendances beaucoup plus haussières que ce qu'on a depuis octobre 22, pic de l'inflation, parce que, en fait, tout ce que fait Trump ou presque est inflationniste. À part sa volonté de faire baisser le prix du pétrole, tout le reste l'est. Les droits de douane, c'est inflationniste. La velléité de contrôle de la Fed, c'est inflationniste. La volonté de faire baisser le cours du dollar, c'est inflationniste. Et si on regarde ce qu'il fait aussi à l'extérieur, lorsqu'il force l'Europe finalement à investir très massivement dans l'armement ou dans les infrastructures, c'est inflationniste. Ça fait contribuer l'Allemagne, pour la première fois depuis des décennies, activement à la croissance mondiale, à de la demande de ressources. C'est inflationniste. Et la même chose, il a expliqué aux Chinois que les Chinois n'allaient pas pouvoir exporter autant aux États-Unis aussi facilement qu'ils l'ont fait pendant très longtemps. Ça va forcer la Chine à développer davantage sa consommation et c'est devenu un objectif clair de la politique économique chinoise. Un jour, ça deviendra inflationniste. Donc, et puis, si on pense à la politique globale américaine, et c'est Scott Bessent qui le dit régulièrement, Wall Street, ça n'est plus l'objet de la politique économique américaine. L'objet de la politique américaine, c'est la classe moyenne. Si on s'occupe de la classe moyenne, c'est pour lui donner du pouvoir d'achat. Si on lui donne du pouvoir d'achat, on sait qu'il va être intégralement consommé. C'est inflationniste. Donc, forcément, avec la baisse de la fiscalité qui arrive courant 2026, premier semestre, avec des nouvelles mesures de dérégulation qui arrivent aussi, la croissance va repartir aux États-Unis avec un emploi trop rare, puisque j'ai oublié de parler d'immigration, comme la fin de l'immigration comme raison supplémentaire d'inflation. Si la croissance américaine rebondit grâce à la baisse de l'imposition et grâce à de la dérégulation, eh bien on va s'apercevoir qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre. Du coup, tout ça, c'est aussi haussier sur les taux longs américains. C'est haussier sur les taux longs. Ça va aussi changer la perspective très rapidement et radicalement sur les taux courts. Parce qu'à un moment donné, on va dire, bah non, les 3 ou 4 baisses qu'on attend encore, on les aura jamais. Et puis, si jamais on les a, ce qui n'est pas impossible, au moins partiellement, si la Fed devient vraiment sous le contrôle de l'administration, eh bien, dans ce cas-là, on aura un désancrage radical de la partie longue de la courbe, avec des taux longs qui seront trop bas par rapport à là où ils devraient être pour juguler l'inflation, et donc des taux longs qui s'envolent au même moment où finalement la question budgétaire est loin d'être réglée. Donc 2 raisons de voir des taux d'intérêt à long terme plus élevés aux États-Unis. J'ai une question quand même importante, parce qu'on a parlé beaucoup des États-Unis. On pourrait parler du Japon aussi, parce qu'il se passe plein de choses, mais quand même un point, parce que chez Carmignac, les émergents, on connaît un peu. Votre avis en ce moment sur la Chine, vous en avez parlé un tout petit peu. Comment on arrive à concilier les objectifs affichés par l'administration chinoise de 5% de croissance du PIB et ce qui a priori se passe réellement et où on n'est peut-être pas à ces niveaux-là? Quel est votre avis sur cette zone? Sur l'aspect, la réalité des chiffres économiques chinois, c'est pas une question récente. Bon, c'est pas nouveau. Il faut gérer avec ça. Aujourd'hui, ce qui est effectivement surprenant, c'est le sentiment qu'on a de la difficulté pour les autorités chinoises de régler la question du dégonflement de la bulle immobilière. Ils prennent des petites mesures assez régulièrement, mais on n'a jamais une grande mesure dont on comprend que c'est la bonne et que ça y est, ça va repartir. Est-ce que franchement, ils n'ont pas la compréhension de ce qu'il faut faire, ce qui n'est pas impossible, parce que c'est quand même une question complexe, et donc il ne faut pas les en blâmer, ou est-ce que c'est une volonté de laisser cette bulle se dégonfler davantage avant de lui donner les moyens de se regonfler. C'est très important parce que ce qui se passe en Chine, depuis notamment le deuxième Covid, c'est une perte de confiance assez massive des consommateurs, notamment à l'égard du gouvernement.
Et cette chute de l'immobilier, ça vient conforter ce manque de confiance très fort et donc cette incapacité à consommer beaucoup. Donc c'est une vraie question qui va devoir être traitée, probablement au moment où on s'y attendra le moins, de la même façon que le marché chinois boursièrement a commencé à rebondir à partir du moment où beaucoup de géants chez nous ont dit la Chine est ininvestissable. C'est à peu près le jour où la Chine a commencé à rebondir. Bon, donc il est possible qu'à un moment ou à un autre on ressorte cet argument, la Chine est ininvestissable, justement, à cause de cette question qui n'est pas traitée, et puis qu'à partir de là, les choses se mettent en place et que ça reparte. J'aimerais terminer, alors non pas en vous demandant vos vues globales pour 2026, parce qu'on a déjà compris pas mal de choses, mais plutôt, pour pas prendre trop de temps non plus, sur un quiz, et vous allez me répondre, ou en tout cas tenter de me répondre assez vite. Sur les actions pour 2026, on reste surpondéré ou on est plus prudent? Alors je suis désolé, je vais devoir tout de suite mettre un gros... Je pense qu'on démarre bien l'année. Okay. Et je crains que dans le courant de l'année, la question de l'inflation vienne rebattre largement les cartes. Voilà. Ok, donc une année en demi-teinte potentiellement. Une année en deux temps, ouais. Ok. Sur le marché des taux, crédit ou souverain? Dans tout ce que j'explique, notamment venant de Trump, mais aussi en Europe et aussi dans le reste du monde, on se rend bien compte qu'on ne veut pas prendre le risque d'une récession. Notamment les électeurs n'en veulent pas. Personne n'a envie de souffrir. Et donc, on va rester un peu globalement avec des taux qui vont être trop bas pour éviter cette récession. Et dès l'instant où on évite la récession, le crédit, lui, il est quand même bien protégé par rapport au souverain. Hein. Donc voilà, donc le crédit. Encore deux. L'or, ça continue, stop ou encore? L'or, ça continue tendanciellement. Okay. Ça remplace de plus en plus les obligations américaines dans les réserves d'un certain nombre de banques centrales du monde. Et puis les taux réels vont être bas par rapport, compte tenu du fait que les taux directeurs seront trop bas. Et donc, ça sera très bon pour l'or. Alors, et la dernière qui s'éloigne peut-être un peu de l'objectif macro-express, mais quand même, y a beaucoup de questions là-dessus. Sur l'IA, bulle ou pas bulle? Je pense que c'est plus une bulle économique qu'une bulle de marché. D'accord. Alors après, on peut développer, hein, mais... On pourra peut-être la prochaine fois. D'accord. Merci beaucoup Frédéric, donc responsable du Cross Asset et gérant global chez Carmignac. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce Macro Express et on vous donne rendez-vous le mois prochain.